Je vais vous parler de la trajectoire open source là, du groupe BPCE. Ça va faire écho un peu on va dire, un vecteur dans la capacité de souveraineté qui a été mentionné tout à l'heure avec la vision de l'indice de résilience numérique et comment si on peut mettre ça en place avec l'exemple de Toulouse Métropole. Juste pour expliquer le groupe BPCE, alors j'ai oublié de faire une slide dessus, donc je vais l'expliquer très rapidement quelques mots. Groupe BPCE, c'est pour Banque Populaire et Caisse d'Épargne derrière. Il faut voir ça comme un monde du service financier très large qui peut aller du monde du retail en passant par les paiements et en finissant par le corporate banking, l'asset management, avec tout ce qui est services financiers spécialisés. Ça représente un peu plus de 100 000 collaborateurs. Et au niveau de la DSI, on va dire, on est à 10 000 personnes à peu près au niveau de la DSI. Donc la DSI, c'est quand même 10% finalement du pool de collaborateurs du groupe. Et je vous laisse imaginer avec des enjeux au sens souveraineté du terme, forcément qui arrivent avec les plans de continuité d'activité. On a nos propres data centers qui est une force aussi et qui va venir aussi appuyer la stratégie et la trajectoire open source parce que quand on a nos propres data centers avec une capacité d'hébergement, un infogéant qui est BPCEIT et différentes DSI métiers qui vont chacun venir aider soit le monde du retail, soit le monde du paiement, soit le monde de la CIB avec des DSI on va dire qui sont vraiment en proximité métier. Et avec un infogéreur derrière, ça donne aussi une possibilité, par cette force et cet écosystème-là, d'aller maintenir aussi une politique open source. On va voir que l'open source, ce n'est pas gratuit. Il y a un effort à faire dans le run et dans le build qui n'est pas la même chose que quand, c'est sûr, on va faire du SaaS à la volée. Mais la dépendance n'est clairement pas la même. Tac. Si je reviens donc après cette courte introduction sur le groupe. Ah. Pas de souci. Bon, en attendant que les slides s'affichent, voilà, l'objectif pour moi, c'était de parler un peu du contexte de cette trajectoire open source. Alors, en fait, on a une équipe open source qui est en train de se structurer. Équipe open source qui vient répondre à deux enjeux à la fois. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est né qu'au moment de la mise en place ou de la réflexion autour de qu'est-ce que c'est que la souveraineté, qu'est-ce que c'est que la résilience, comment on peut travailler ceci. C'est quand même quelque chose qui est né en transverse dans le groupe, justement pour expliquer aussi là où on est placé. Dans le groupe aujourd'hui, j'ai la chance d'animer dans un pôle qui a une sorte de centre d'expertise et d'excellence pour le groupe qui s'appelle Tech Expertise Solutions, qui est au niveau de la DSI, au niveau de technologie opération. On est une entité transverse qui peut donc travailler pour toutes les DSI du groupe avec l'infogéreur et à l'intérieur de laquelle, historiquement, je fais plutôt et j'anime plutôt les sujets de data platform et autres. Il s'avère que sur cet écosystème data, de manière générale, on a un écosystème qui est open source assez fort. Il y a aussi, j'en reparlerai parce que c'est un bon cas d'exemple aussi de création de modèles économiques avec l'open source. Et dans ce cadre-là, il s'est avéré qu'il y a 4 ans, on a adhéré au TOSIT, qui est une association qui regroupe des entreprises publiques et privées autour de l'open source. Et il s'est avéré qu'à ce moment-là, on s'est posé les questions de l'open source, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi on en fait, etc. etc. La CDC en est membre en plus, en fin d'année dernière. Et donc, à ce moment-là, on n'avait pas structuré ce que je vais appeler ça une équipe open source ou une gouvernance open source dans le groupe. Ce qui fait qu'on avait plutôt, j'essaye d'animer ces sujets-là, forcément d'un point de vue très data, parce qu'on avait des enjeux autour d'éditeurs, par exemple, comme Cloudera, qui avait racheté Hortonworks et qui fermait en fait le modèle de distribution Big Data. Et donc, on se posait des questions autour des enjeux open source. Et là, depuis, on a décidé vraiment de lancer une équipe avec une dynamique pour animer un ensemble de choses. Et c'est pour ça que j'ai mis cette frise-là, c'est pour montrer qu'en fait, on a autant des événements externes, internes, on essaie d'animer à la fois un collectif interne, un collectif externe, et de travailler par ce réseau-là pour animer de l'open source, acculturer les gens à ce que c'est l'open source, acculturer à ce qu'on peut en faire, pour en fait, à la fin, avoir une stratégie qui se développe, mais qui, entre guillemets, désacraliser ou un peu enlever les a priori autour de l'open source. Exemple type, l'open source c'est gratuit, c'est pas viable, c'est pas fiable, ça a beaucoup de problèmes de sécurité. Je vais déconstruire direct le truc, mais 80 à 90% du code propriétaire aujourd'hui que vous payez et que vous consommez, c'est de l'open source derrière. Et en fait, quand il y a une CVE qui doit être corrigée chez un éditeur, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui l'a corrigé au niveau du projet open source. Donc Log4j, c'était le parfait exemple et j'aime bien le rappeler. Donc on a un collectif qui s'est monté, c'est vraiment une communauté à laquelle on essaye d'animer autour de l'équipe open source. Et aujourd'hui, on essaie d'avoir des événements internes et externes où on essaye d'animer ça, que ce soit via le TOSIT, parce que j'ai un rôle de vice-président maintenant du TOSIT qui est pour communiquer autour, parce que déjà quand on fait de l'open source, le faire savoir c'est déjà bien, ça le fait permettre déjà de faire savoir un écosystème. C'est pas un écosystème qui se market, l'open source, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de budget marketing, il n'y a pas de budget d'avant-vente,
Donc, en fait, déjà, faire savoir que vous en faites et en parler, c'est déjà quelque chose de fort. Donc, n'hésitez pas à le dire. C'est un point hyper important et ça permet aussi de faire un peu le pied de nez à certains éditeurs. Et au moment où on parle aussi de dépendance, on parle souvent de dépendance économique, on parle souvent aussi de reprendre la main, on va dire, dans un bras de fer, et avoir la possibilité dans un bras de fer de dire je fais de l'open source au moment où on veut reprendre un peu dans le, on va dire, la force dans le bras de fer avec un éditeur, bah, le faire savoir, c'est déjà aussi un bon moyen, c'est un bon moyen de départ. Tac. Donc, l'open source, j'aime bien le rappeler, c'est quand même plus qu'un logiciel libre. Un open source, c'est avant tout une licence. Ça, on l'oublie souvent, mais c'est un caractère très juridique. En fait, c'est du code qui est mis à disposition avec une licence qui vous donne des droits d'utilisation. Ce qu'on pourrait appeler presque, on a le copyright et là, on est sur du copyleft. Point important, c'est que dans l'open source, on peut l'aborder de plusieurs manières. On peut utiliser de l'open source, on peut contribuer à ce qu'on utilise et on peut carrément créer de l'open source. C'est-à-dire qu'on peut décider de reverser du code avec une licence qu'on lui attribue et après, on peut développer des stratégies autour. Mais ce qui est important, c'est que ça va au-delà juste d'un logiciel dit gratuit et j'espère qu'à la fin, plus personne ne dira ce mot-là, mais c'est bien la licence qui est derrière avec une notion de compliance, une notion de droit. Et là, aujourd'hui, où ça pose beaucoup de questions, par exemple, avec l'IA qui est capable en fait, de pomper tous les repos GitHub qui sont sur le marché et globalement de pouvoir recréer du code et changer la licence. Donc, il y a plusieurs aussi sujets autour de ça, mais avant tout, ça reste un code mis sous licence. Merci. Et j'aime bien aussi utiliser le cas NVIDIA. Pourquoi? Parce que très souvent, quand je parle d'open source, les gens nous voient comme des barbus à lunettes qui sont utopiques. Et là, en fait, NVIDIA, par exemple, j'adore cet exemple-là parce qu'en fait, c'est la première capitalisation boursière et c'est en fait NVIDIA, ils ont créé autour de leur chipset en fait un écosystème open source. Et en fait, ils ont capturé une valeur, c'est-à-dire qu'ils ont créé une valeur par leur écosystème open source, donc les frameworks qui ont permis en fait de tout ce qui est inférence, training des modèles LLM dont on parle souvent. Et en fait, ils ont capturé cette valeur-là parce qu'en fait, ils ont créé ce qu'on pourrait appeler des standards autour de leur chipset. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde, à peu près tout le monde, je mets le cas de Google à côté parce qu'avec les TPU, ils ont réussi justement à créer une brèche et à mettre en avant le fait qu'ils peuvent aussi entraîner Gemini en dehors des GPU. Mais globalement, aujourd'hui, les GPU NVIDIA, pourquoi elles sont aussi utilisées? C'est parce qu'en fait, ils ont créé du logiciel autour. Et quand vous entendez le CEO d'NVIDIA parler, il dit « je ne suis pas un producteur, je ne produis pas du hardware, je produis du soft ». Et c'est là où c'est impressionnant, c'est que 80 ou 90% de son soft, il est open source. Et grâce à ça, il a capturé de la valeur, il a créé un écosystème autour. Son soft, c'est pas parce que c'est open source que ça veut forcément dire que vous êtes résilient ou avec une capacité d'avoir des standards de fonctionnement. Ce qui impose aujourd'hui à AMD et à Intel d'aller créer des frameworks juste pour être capable de déplacer cette valeur-là vers les puces AMD et Intel. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'open source, c'est aussi un moyen, et on le voit de plus en plus, parce qu'il y a les VC qui s'y intéressent, à créer un écosystème autour de votre produit, à créer des utilisateurs autour de votre produit, et aussi à créer un modèle économique autour. Et j'aime bien prendre ce cas NVIDIA parce que c'est un peu le contre-pied de dire l'open source, c'est que des gentils, et finalement, c'est que pour l'utopie. Et donc, dans les modèles open source, j'aime bien le rappeler, c'est qu'on parle donc de code sous licence, mais on peut avoir donc un aspect de code communautaire, c'est-à-dire des projets communautaires, c'est des projets GitHub portés soit par des organisations, des entreprises, des communautés. Donc ça, c'est important de voir les modèles de gouvernance qui sont derrière, on en reparlera. Ça peut être de l'open source packagé, c'est-à-dire que vous passez par des grandes entreprises qui vont vous faire du support open source et donc ils vont vous packager l'open source. Ça peut être du Postgre, ça peut être des serveurs Apache, etc. Ça peut être des grandes organisations comme des petites. On a un écosystème open source qui existe en France, hein, il est très actif. Ça peut aller de Atos, Swile, Linagora, tout en passant par des spécialistes comme des Vortex et d'autres, donc pour les citer, ou des éditeurs spécifiques comme XWiki et d'autres. Et ça peut être de l'open core. Open core, pourquoi? Open core parce que on a un écosystème qui est en train de se naître aussi autour de ça, je préfère le préciser, c'est qu'on a des éditeurs qui arrivent et qui vous disent c'est open source. Point important, c'est de comprendre le modèle qui est sous-jacent. Je vous prends l'exemple de Red Hat, mais parce que c'est le plus connu. C'est pas parce que Red Hat vous dit que c'est open source que c'est open source. C'est qu'en fait, s'il y a derrière OpenShift peut être open core, il y a des modules Enterprise que vous payez. Ces modules-là, si vous ne payez plus de licence, vous les avez plus. Point important, c'est donc de savoir à chaque fois dans quel modèle on se met avec un éditeur. Open source packagé ou open core. Aujourd'hui, on peut avoir des approches open core, c'est très bien. C'est juste voir qu'est-ce qui relève de l'open source et qu'est-ce qui relève de la brique enterprise. Et très souvent, vous allez voir, mais quand vous creusez la brique enterprise, en fait, c'est la partie gestion des accès, c'est la partie gestion des logs, c'est la partie, en fait, plusieurs utilisateurs. Et je prends un exemple bête et méchant, mais DBT par exemple, DBT Core, qui est un produit très connu, utilisé à plus de 90% par des développeurs, il est open source.
DBT Fusion, donc la V2 du produit avec un nouveau moteur, il est open core. Le code est accessible, mais l'exécution est payante. Open core. Le module d'exécution est payant dans l'IDE. Ou pour d'autres sujets comme... j'ai voulu faire passer la slide comme ça. Donc le marché de avant de passer sur les contextes, j'aime bien revenir sur... voilà. Désolé. Les grandes tendances du marché, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même un marché qui a une belle dynamique. Pourquoi? Parce que, comme ça a été mentionné juste avant, je ne vais pas me faire bis repetita, mais on a une identification quand même très forte au moment où on parle de souveraineté en fait, à une dépendance aux technologies américaines, au sens d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue en fait code. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de process ou de process métiers ou en fait d'IT qui vont reposer sur des briques américaines, ce qui font qu'on repère une dépendance technologique et économique autour de ça. On se pose forcément la question, en plus avec le SaaS à fond, de comment je reprends la main dessus. Là où l'open source est intéressant, c'est qu'on reprend la main sur le code. Donc on reprend la main en fait sur la propriété intellectuelle du code dans lequel on fait fonctionner un process, un business et autres. Donc ça, c'est intéressant. Il y a un côté résilient qui a permis une dynamique d'accélération, une adoption que je dirais presque massive en France, au sens que, là on l'a vu, la DINUM a annoncé qu'il passait sur Linux, l'État a annoncé qu'il passait sur Linux, la DINUM a lancé la suite du numérique, il y a des annonces de bascule avec VMware. VMware, ça avait quand même été le premier bastion où je pense qu'il y a eu un réveil autour de l'open source. Il y a eu aussi la Digital Workplace par la suite du numérique, comme je disais, et donc la mise en place de Visio, par exemple, dans toutes les entités de l'État à partir de 2026. Et on a un marché européen forcément qui a augmenté, mais qui a augmenté pourquoi? Parce qu'il y a eu en fait, des cas quand même assez édifiants. Thierry Breton qui perd son accès au paiement, le procureur qui voulait juger Netanyahou qui perd son accès à Google. Parce que quand on parle de plan de continuité d'activité pour des organisations et qu'on voit qu'on est capable de couper les services, forcément, là, d'un coup, même ça pose des questions sur en fait, la résilience de mon système. Et donc, forcément, il y a une tendance, le contexte de l'enjeu de souveraineté, donc dépendance technologique qui sont non européennes, risques géopolitiques et législatifs, renforcement du cadre réglementaire, la cyber et la technologie. Je passe dessus parce que ça a été longuement mentionné. Les risques commerciaux qui sont alimentés, en fait, en plus, on a un point dans l'IT qui est un peu différent de l'industrie, c'est que nous, on s'est beaucoup félicité d'avoir souvent un seul fournisseur. C'est-à-dire qu'on a souvent eu des articles, on peut les regarder, c'est très marrant maintenant quand on les voit. Mais bim, j'ai migré sur Snowflake. Bim, j'ai migré sur ça. Bim, je n'ai que Red Hat. Bim, je fais que ça. Et en fait, aujourd'hui, de penser qu'on a quand même une approche supply d'un éditeur, forcément, ça fait qu'au moment de la discussion commerciale, on est hyper dépendant. Donc, par exemple, juste rajouter du dual sourcing avec de l'open source à côté de modules propriétaires sur des enjeux peut-être non critiques, ça permet déjà d'alimenter une sorte d'approche dual sans forcément se mettre en risque, mais ça permet de faire un apprentissage et de se mettre, on va dire, dans une capacité d'avoir une négo commerciale sur laquelle on reprend la main. Des risques géopolitiques, ça on en a déjà parlé, des risques juridiques et réglementaires, des risques de sécurité informatique. Je prends quand même un exemple en ce moment, mais Mythos avec Claude, ce qui est en train de se passer, c'est quand même tous les acteurs américains se mettent ensemble pour corriger les failles que Mythos a découvertes. Aujourd'hui, en Europe, on n'est pas au courant de ce qu'ils font. Et derrière, on peut penser qu'avec la guerre en Iran, avoir des failles de sécurité sur des systèmes informatiques où vous êtes les seuls à l'avoir, ne pas mettre à dispo ça pour après les attaquer, en ce moment, avec tous les risques géopolitiques, ça fait quand même poser des questions. Donc la risque de sécurité informatique, elle n'est pas anodine. Et je pense que c'est l'exemple type qu'on a en ce moment qui fait mal. Et l'open source, ça peut être une réponse structurelle. Alors, c'est plutôt pour moi un élément de réponse, c'est pas le seul, parce qu'on peut avoir la manière de faire les appels d'offres, de mettre des conditions. On a le Second Cloud qui peut venir apporter certaines approches sur la partie data souveraineté, etc., etc. Mais ce qui est intéressant avec l'open source, moi, ce que j'aime bien, c'est les piliers qu'il y a sous-jacents. Déjà, c'est un modèle qui est fondé sur la transparence. On a accès au code source. Et déjà, quand on a accès à un code et à un code source, avec derrière l'explicabilité du code, et qu'est-ce qu'on en fait, ça favorise l'audit, ça favorise en fait les communautés autour, etc., etc. La gouvernance et les communautés, on a des fondations autour, on a un écosystème qui est très riche. Et donc, en fait, s'appuyer sur ces fondations-là, c'est aussi un moyen, et par ces communautés, en fait, de travailler sur la pérennité, la neutralité aussi du code. Et la neutralité. Un tout petit nota bene, je préfère le dire. Sur les fondations, il faut qu'on soit réaliste. C'est beaucoup de fondations aujourd'hui sous, on va dire, fonds nord-américains. Linux Foundation, Apache Foundation, Eclipse, même si Eclipse est revenu en Europe, ça reste des fondations qui sont quand même soutenues par des entreprises nord-américaines.
Et ce n'est pas anodin de voir qu'il y a beaucoup d'open source qui sont à chaque fois très trend, marketés et bien vendus par ces fondations-là. C'est important aussi de favoriser nos fondations européennes. Il y a l'INRIA, il y a OW2. Moi, j'en suis président et l'objectif, c'est aussi de favoriser cet écosystème-là parce que si on n'a pas l'écosystème, on n'y arrivera pas. Et avoir des fondations autour de nos projets open source européens, c'est aussi important. Même si je considère que le code n'a pas de nationalité, avoir cet écosystème-là pour aussi avoir un élément de réponse, c'est important. Innovation collective. Moi, je le vois aujourd'hui avec le TOSI, donc, qui regroupe aujourd'hui plus de 28. Maintenant, on est presque 30. Là, on va bientôt en annoncer 2 autres d'organisations. En fait, être capable de collaborer autour de produits, de développer ensemble, de cofinancer des choses, d'essayer de repérer des endroits où on a besoin d'open source parce qu'on sent qu'il y a des modèles économiques qui sont en train de changer. En fait, déjà, de travailler ensemble, ça ne veut pas forcément dire qu'on se met d'accord sur des prix. Par contre, on se met d'accord sur comment on veut faire des choses, quels sont les cahiers des charges qu'on veut, comment on peut avancer ensemble, comment on peut travailler ensemble. Innovation collective par l'open source et par donc la transparence, pour moi, c'est un pilier qui est très fort. Évolution des pratiques internes, quand on fait de l'open source, faut savoir bien développer. Ça peut paraître bête et anodin, mais je pense que c'est quelque chose de très important pour les développeurs aussi de se mettre là-dessus. Donc, il y a des bénéfices. Pour moi, c'est la transparence et sécurité. Je préfère dire que l'open source, ce n'est pas gratuit, c'est transparent et sécurité. Pourquoi la sécurité? Parce que comme je le disais, vous avez des communautés, vous faites face en fait à des gens qui regardent les projets, qui font évoluer ces projets-là, qui détectent très rapidement quand il y a des failles, qui vont très vite fixer. Et finalement, les failles que vous remontent les éditeurs propriétaires, c'est quand ils ne savent même pas quelle librairie ils ont dedans. Et aujourd'hui, quand vous avez des CVE qui se trimballent partout dans des conteneurs, c'est juste parce que les éditeurs propriétaires, ils ne savent même plus qu'est-ce qu'ils trimballent dedans, parce qu'en fait, ils trimballent des projets open source dont ils n'ont aucune connaissance et auxquels ils ne participent même pas. Autonomie technologique, l'open source, ça permet l'interopérabilité, la portabilité, résilience des systèmes et accélération de l'innovation. Mais ça a un coût. C'est-à-dire que là, je vous mets en avant les cas intéressants. Mais quand on parle d'accélérer l'innovation, quand on parle de la résilience des systèmes, quand on va parler d'interopérabilité, de portabilité avec des open standards, etc., tout à l'heure, on parlait de ce que l'architecte doit prendre en compte dans ses réflexions. En fait, derrière, il y a un coût complémentaire. C'est-à-dire que forcément, on ne bénéficie plus de toute la glue que l'intégrateur peut faire, que l'éditeur peut faire. Mais on reprend quand même la main sur le code et il y a quand même une question qui peut se poser, c'est de vérifier que le coût finalement de run versus le coût d'achat, en fait, à la fin, vous allez voir que vous êtes quand même très vite, vous gagnez très vite en fait là-dessus quand on voit aussi aujourd'hui que les éditeurs, on a l'impression que les prix peuvent monter jusqu'au, qu'il n'y a pas de mur, quoi. Il n'y a pas de plafond pour eux. Donc pour nous, en fait, maintenant qu'on a finalement posé le constat de ce qu'est l'open source et qu'est-ce qu'on peut en faire pour la souveraineté, c'est comment on le fait. Donc, on est en train de structurer une trajectoire. Je ne dis pas qu'on l'a fini, au contraire, c'est une trajectoire qui est en train de se définir. L'idée pour nous, c'est d'appuyer l'open source et de s'appuyer sur le plan de souveraineté et de résilience, mais aussi de le voir dans un sujet de transparence. On a une entité qui est en transition pour moi. On est en train de monter une équipe, on est en train de monter une gouvernance autour de ça, parce que j'aimerais que toutes les DSI puissent participer à ce qu'on veut faire autour de l'open source. Et on essaye de développer notre expertise. Donc, on est en train de créer une équipe pour amener une expertise à chaque équipe. Parce que l'objectif, ce n'est pas de dire à chacun, vous êtes contraint d'aller étudier de l'open source. Non, c'est plutôt nous d'aller amener en contributeur en tant qu'équipe transverse, qu'est-ce qu'il y a comme alternative open source sur tel sujet, comment on peut amener sur tel sujet, etc., etc. Quand on va étudier, par exemple, des alternatives sur la Digital Workplace, c'est à nous, équipe open source, d'aller chercher des alternatives qui sont crédibles. Et pourquoi on les considère crédibles? Parce qu'elles sont viables, parce qu'elles sont pérenne, parce qu'on a une communauté qui est en train de se créer, parce que derrière, on voit qu'il y a un modèle économique qui se fait, etc., etc. C'est à nous aussi d'analyser ce marché. Et donc, l'équipe open source, elle a pour but d'être une expertise autour de l'écosystème open source pour être contributeur à des choix d'architecture, à des choix de produits. On a 3 piliers assez forts qu'on essaye de mettre en avant. Levier d'autonomie et de souveraineté, alignement avec les directions. Alors, le levier d'autonomie et de souveraineté, j'en ai beaucoup parlé. Je pense que ce qui est important, et j'aimerais insister, c'est l'alignement avec les enjeux de la direction d'achat et le service juridique. C'est très bien d'aligner l'IT, c'est très bien de travailler avec toutes les DSI métiers et notre infogéreur, parce qu'on a cette capacité d'avoir des DSI, de l'IT et une capacité d'infogérance et de data center et d'hébergement. Mais en fait, à partir du moment où vous changez votre approche d'aller consommer du soft, il faut aussi que votre direction des achats elle change sa manière de valoriser. C'est quoi en fait une négociation? C'est comment je fais un appel d'offres, comment je challenge aussi en interne les IT pour dire venez pas juste avec un produit, venez avec un besoin. Et le service juridique, il est important aussi parce que, comme je le rappelle, l'open source, ça reste des licences, donc ça reste du juridique. Et en fait, il y a cet ensemble-là qui est animé. Et ce qui fait que nous, dans la gouvernance qu'on veut mettre en place, on veut intégrer aussi les achats et le service juridique. Et enfin, service, conformité, maîtrise des risques. Enfin, sécurité, maîtrise des risques, conformité, ça, forcément, on est une banque, on a des enjeux structurels. Il faut aussi qu'on puisse assurer une auditabilité du code, etc., et de suivre dans le temps. Et surtout de s'appuyer sur des projets viables et pérennes, donc avec une communauté active.
On a un GitHub aujourd'hui. Bon, il est ce qu'il est. Hein. Il a le mérite d'exister. On l'a récupéré en 2021-2022. On a commencé à reverser du code. On a commencé à contribuer à des projets. Et comme je disais, juste le fait de l'avoir et de forquer des projets et de montrer qu'on travaille sur des projets open source, c'est déjà de montrer et on fait savoir. Et de se faire connaître aussi au niveau des communautés. On a des stratégies pour le moment de réflexion autour des veilles. Ça veut dire que là, j'en ai pris quelques-uns, mais qui s'activent et qui vont s'articuler autant autour du TOSIT que pour nous. Bah, typiquement, Atlassian, on se pose la réflexion autour d'Atlassian. Comme vous le savez, ils ont décidé maintenant que Confluence et Jira seraient sur du SaaS. Donc forcément, ça pose la question de… là, quand on est dépendant technologiquement d'un éditeur, c'est-à-dire qu'on est dépendant aussi de sa trajectoire technologique. Là, l'idée, c'est de trouver des alternatives et par le TOSIT et le SIGREF de travailler autour. Donc nous, côté open source, BPCE, on essaye de regarder est-ce que c'est intéressant pour le groupe BPCE, mais on le travaille au niveau du TOSIT. Là, je prends ma casquette TOSIT pour en parler. Citrix, bah pareil, Proxmox, Kyber, porté par Jean-Baptiste Kempf, VLC. Red Hat avec SUSE. On compare le modèle de Red Hat, on compare le modèle de SUSE, qui est un autre éditeur open source autour de Linux, etc. Salesforce, eh ben, on essaie de trouver des alternatives à Salesforce, c'est-à-dire on se doit s'ouvrir les chakras. Et comme je le dis, ce n'est pas forcément dire demain on remplace un pour un, c'est peut-être dire non, sur certaines entités plus petites, moins critiques, on va peut-être amener en fait un dual, on va peut-être voir comment ça marche, commencer à monter en compétences, commencer à créer en fait une balance différente. Et comme ça, on reprend un peu la main dans la gestion de la discussion commerciale. Et Office 365, on lance en fait un gros groupe de travail autour. Je ne vais pas vous le cacher, qu'on regarde énormément la suite de l'État pour deux raisons. Parce que Eladinum a décidé de lancer quelque chose. Ça a créé beaucoup de débats sur est-ce que l'État doit être un éditeur. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, quand on parle d'open source, on parle aussi de commun numérique parfois. Et un commun, c'est comme l'eau, c'est comme l'arbre, c'est comme les forêts, c'est comme l'eau. À un moment donné, il faut de l'argent étatique pour lancer des choses. Hop. Et donc, on a des exemples de livrables. Voilà, ça, je vous le partage de manière assez transparente. On essaie de faire des points de veille, on anime des matinées, on a des analyses de gouvernance des produits. Je prends un exemple, N8N pour l'orchestration d'agents. Beaucoup de gens ont commencé à le tester. Nous, on a regardé, on a fait une analyse. Ben, en fait, ce n'est pas vraiment open source. L'entreprise cache un peu ça, mais globalement, demain, vous pourriez être attaqué quand vous faites un usage commercial de N8N. Des politiques d'utilisation en interne sur comment on fait le GitHub, comment on va outiller, comment on va gouverner. Donc, on commence à démarrer une équipe avec des livrables. Et je finirai là-dessus, sur le TOSIT. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais c'est juste, voilà, je vous encourage à regarder les initiatives en dehors. C'est-à-dire que, comme je disais, on anime autant l'interne que l'externe. Et l'externe, en fait, on s'appuie énormément sur le TOSIT. Le TOSIT, c'est une association de loi 1901 qui regroupe des organisations publiques et privées. J'en suis vice-président, donc forcément, je vous en fais la vente. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est des organisations qui sont vraiment différentes, venant d'industries différentes, avec des problématiques différentes. Mais finalement, à la fin, on a tous des enjeux de souveraineté, on a tous des enjeux de gestion de notre dépendance technologique, de notre dépendance, de notre sécurité, etc. Et donc là, pouvoir partager avec plusieurs sur comment ils ont fait des approches là, comment ils ont travaillé l'open source chez eux, comment, par exemple, sur tel sujet, ils abordent la chose. Est-ce qu'ils ont des alternatives? Est-ce qu'ils testent ce produit-là? Est-ce qu'ils utilisent ce produit-là, etc. Ça permet d'avoir en fait ce que j'appelle moi une communauté de proximité. Parce que le problème de l'open source, c'est que souvent on a des communautés, mais on ne sait pas comment les activer. Bah, d'avoir un peu une association française qui regroupe des entreprises françaises et des organisations françaises pour travailler ensemble, bah, ça permet d'avoir des communautés de proximité et de discuter d'open source. Donc ça permet en fait aussi de désacraliser ce côté je rentre dans un écosystème que je ne maîtrise pas, qui est un truc de développeur, ou par exemple les entreprises entre guillemets corporate sont mal vues. Bah non, en fait, non, on rend ça, j'ai envie de dire, l'open source de manière industrialisable et de le faire ensemble. Je pense que ça, c'est le message le plus important. Et comment on le fait ensemble? Plusieurs groupes de travail. Moi, j'en anime beaucoup. La partie data, la partie IA, on en a beaucoup là-dedans. OpenStack, par exemple, comme alternative à VMware, les chatbots, le support open source, etc., etc., la contribution, le numérique responsable. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été lancées par le TOSIT et par les groupes de travail. Et donc, pour finir, moi, j'aime bien résumer à chaque fois le TOSIT pour le groupe BPCE, hein, c'est ma vision là-dessus. Ça a été pour moi, en fait, un vecteur d'accélération. Pourquoi? Parce que ça m'a permis en fait déjà d'avoir un lieu de rencontre pour échanger autour de l'open source. Donc ça veut dire moi faire une montée en compétences autour de l'open source, faire des retours d'expérience en interne sur ce qu'on fait ailleurs et de se dire mais les gars on n'est pas quand même plus bêtes que les autres, on peut faire la même chose. Des exemples comme la Maïf, ce qu'a pu faire la Sogé, ce que fait aujourd'hui Orange par exemple dans leur stratégie open source first. Donc avec des industries qui sont différentes, avec des tailles d'industries différentes, avec des besoins différents. Ça permet aussi de recueillir des besoins ensemble. Et typiquement, bah, quand on veut trouver une alternative à Jira Confluence, se mettre à plusieurs pour discuter de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec Jira Confluence, au lieu de penser
Agir avec confiance, plutôt penser à ce qu'on fait en project management avec, donc revenir sur le besoin à chaque fois. Ça va être ça, c'est un point qui est structurant. Faire des études ensemble, promouvoir des solutions ensemble et réaliser des actions de communication. Alors moi, je fais beaucoup la communication du TOSIT, parce que, comme je dis, c'est important de faire savoir. Et je finirai là-dessus parce que c'est une saillie qui a été repris dans le CIO Online. Mais moi, il y a un truc qu'il faut que je dise merci à Trump quand même, malgré tout, c'est que ça a permis d'être le meilleur VRP de l'open source. Donc, je dois lui envoyer une boîte de chocolat, je le ferai, parce que maintenant, ça a été repris dans les médias. Mais je le ferai parce que je trouve qu'on a un formidable vecteur d'accélération en ce moment. Je pense qu'on a un écosystème qui est très riche. On a des ingénieurs et des développeurs très bons. On a des entreprises qui ont des IT très fortes. Donc, à un moment, je pense qu'on est capable quand même de reprendre la main sur ce qui fait nos enjeux cruciaux, qui est quand même le code. Et en plus, on a l'IA qui aujourd'hui peut être un formidable vecteur d'accélération là-dessus, même s'il faut faire attention à ce qu'on en fait. Donc voilà, je vous encourage tous. Je reviens en arrière, parce que ça vaut le table ronde. Donc j'encourage tout le monde à se poser les questions autour de ça. Moi, je reste dispo. Et notamment, je n'ai pas parlé de la Fondation W2, mais comme il reste 1 minute, la Fondation W2, pareil, j'en ai pris la présidence, pas pour juste accumul de mandats. C'est bénévole, donc je ne suis pas comme les politiques. Mais c'est plutôt pour essayer de favoriser un écho à ce qu'on peut faire avec les organisations publiques et privées et d'aller par la Fondation aussi, pourquoi pas, hoster des projets qui font sens et qui font écho à ce que nous, on aurait besoin au niveau TOSIT. Et que la Fondation, en fait, vienne en réponse à ce sujet de souveraineté et de se dire, on a peu de fondations européennes, soutenons-les, mais pour les soutenir, il faut aussi qu'on structure le pourquoi on les veut. Et donc, c'est là où on peut faire écho entre besoins, on va dire, entreprise, organisation et ce qu'on peut faire avec la Fondation. Donc voilà. Fin de transmission. Merci. Merci beaucoup pour le témoignage, l'énergie aussi, les partages de convictions sur le sujet de l'open source. Il y a quelques questions, on a le temps, avant la table ronde. La première, c'est sur l'événement un peu déclencheur. Une question qui était quel a été le déclenchement de la stratégie open source chez vous? Alors ça, c'est la question intéressante parce qu'en fait, ça n'a pas été la stratégie open source qui s'est déclenchée tout de suite. Le premier pas, ça a été l'adhésion au TOSIT pour une raison et qui est très simple. Cloudera rachète Hortonworks. On a aujourd'hui un cluster Big Data qui tourne avec beaucoup de process métiers dessus, les stress, etc. Et donc, on se pose la question à ce moment-là de quelles sont les alternatives potentielles open source. Et on apprend qu'il y a EDF et DGFiP qui se mettent ensemble. J'entends une histoire de distribution Hadoop open source où ils se mettent ensemble pour co-développer des choses au sein d'une association qui s'appelle TOSIT. Je dis OK. Et là, on a adhéré. Et à partir du moment où on a adhéré, c'est là où il y a eu une ouverture d'esprit sur qu'est-ce qu'on peut en faire de l'open source en voyant des stratégies ailleurs. Et c'est là où est née, je dirais, l'aventure open source. Après, la stratégie open source, elle est en train de vraiment de se définir maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut en faire pour nous? Après quelques années voilà. De maturation. Parce que depuis le début, je dirais qu'on fait de l'open source par opportunisme, ce qui est déjà un premier niveau. Et là, on est en train de structurer une trajectoire, mais qui doit faire écho pour moi à ce sujet de souveraineté. C'est comment on peut transformer l'open source, on va dire, et le structurer pour que ça fasse écho au sujet de résilience et de souveraineté. Okay. C'est en ce moment même qu'on est en train de le faire. La deuxième question est portée un peu sur les moyens, en fait, les moyens pour y parvenir, peut-être les compétences aussi. Enfin, comment se lancer, quoi, et avec quels moyens se lancer sur le... Typiquement, nous, en toute transparence, on s'est lancé. Moi, j'ai gardé mon poste. J'ai juste fait de l'open source en plus. On avait mis 5 000 € pour adhérer au TOSIT. Et finalement, les moyens financiers se résumaient à ça au tout début. Le GitHub, il est gratuit. Alors, on pouvait faire aussi du GitLab, parce qu'il y a des sujets en GitHub en ce moment. Donc, je ne favorise pas GitHub par rapport à GitLab. Ce n'est pas mon sujet. Mais c'est juste que c'était un des endroits où c'était quand même, il y a 3 ans, le bon endroit où être pour l'open source. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des sujets financiers RH. Après, ça dépend de la politique qu'on va structurer. C'est-à-dire que, par exemple, c'est vrai que nous, on aimerait bien mettre en avant des projets qu'on va open sourcer ou des projets sur lesquels on veut travailler pour aussi attirer des développeurs autour de ces projets-là. Donc, ça peut être aussi une politique RH autour. Donc, on peut structurer des choses. Après, on peut quand même démarrer petit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un coup d'arriver avec le gros paquebot. Nous, typiquement, on a décidé plutôt de monter une équipe open source qu'un OSPO. Un OSPO, c'est, ce qu'on entend souvent, c'est Open Source Program Office. En fait, on n'a pas fait un programme Office avec une grande équipe, etc. Donc, l'idée, pour le moment, on va fonctionner avec moi et deux ou trois ressources avec des expertises externes en fonction des moments pour accompagner, mais on va surtout s'appuyer de manière assez générale sur l'écosystème existant, plutôt l'animé externe, là, et s'appuyer pas mal sur le TOSIT. Donc,
Quand on peut démarrer petit, hein, c'est pas déjà en faire et le faire savoir et au moins même sur une brique, hein, ça peut être du Postgre par exemple, ça peut te paraître très bête, mais je pense qu'il y en a plein qui font du Postgre aujourd'hui et qui passent par des éditeurs qui leur fournissent pas l'open source packagé, qui leur fournit un Postgre peut-être avec des briques enterprise. Juste se poser la question, c'est quoi vos distributions Postgre? Parce que je pense qu'on a beaucoup pendant. Qui est derrière? Comment il nous le fournit? Qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce qu'il participe à au groupe de travail Postgre, etc. J'amène juste sur un sujet, c'est déjà démarré. Donc après, ça se structure en fonction des ambitions et des possibilités. Ok. Et une autre question qui porte plus sur, pour les entreprises pour lesquelles les dirigeants sont un peu sceptiques autour du sujet de l'open source, Ouais. au-delà de t'inviter pour leur parler, c'est un moyen peut-être, Alors, comment convaincre les dirigeants? tu rigoles, mais on le fait. C'est-à-dire que pour le TOSIT, on vient des fois dans des comités de direction pour expliquer le TOSIT, le pourquoi, et en mettant des cas d'exemple. Parce qu'il y a quand même des grosses organisations au niveau TOSIT qui en font. Et par exemple, je reprends l'exemple tout à l'heure du public. Mais moi, par exemple, je prends souvent l'exemple du public. Donc là, il y avait Toulouse Métropole, mais le public, par exemple, c'est quand même un bon exemple de, dans des contraintes de ne pas se mettre en dépendance sur certains sujets. Ils sont obligés de faire des appels d'offres structurés qui reviennent sur le besoin pour trouver des alternatives, des intégrateurs autour de l'open source, d'avoir des marchés autour de l'open source et qui leur permet aujourd'hui, par exemple, comme la DGFiP lance Kubo, Nubo, donc son propre cloud native géré avec des stacks en propre. Ok, alors ça prend du temps, ça a un coût, mais par contre, derrière, ça a une maîtrise de la dépendance technologique et sous-jacente. Donc là-dessus, pour moi, c'est quand même le bon exemple de montrer qu'on n'est quand même pas plus mauvais que le public et que pour une fois, on peut récupérer des choses et arrêter de le critiquer. Mais par contre, pour convaincre les dirigeants, je pense qu'en fait, ce qui est très simple, c'est prenez les coûts de renégociation. Enfin, en fait, prenez les augmentations sur certaines briques composantes de votre SI. On va regarder le prix que ça vous coûte, regardez combien ça coûterait de changer. Et je pense que derrière, juste sur un cas, s'il faut parler d'ROI, sur un cas, le ROI, il est gagné des fois en facteur 10. Alors que là, sur les analyses qu'on a fait, je ne pourrais pas donner plus de détails parce que je n'ai pas envie d'expliquer les politiques achats en ce moment qu'on a, parce qu'on peut se faire attaquer par les éditeurs. Et aujourd'hui, sur un cas d'éditeur que je mentionnais dans les études alternatives, il faut le trouver. Aujourd'hui, on a un facteur 10 entre l'éditeur propriétaire et l'éditeur open source. Facteur 10. Donc vous imaginez bien sur 2, 3, des millions d'euros, très vite, vous pouvez quand même justifier très rapidement un investissement à vos dirigeants là-dessus. Donc, Très bien, merci beaucoup.